Bismart, partenaire du collectif Les Entreprises s'engagent. Une fois par mois, je reçois dans ce Smart Impact deux membres de cette communauté qui agit pour une société inclusive et un monde durable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Leïla Grison. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, directrice équité et inclusion chez Publicis France. Et Éric Varin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous aussi, dirigeant d'ACP Thermique Cédra. Je vais commencer par une question toute simple, et la même pour tous les deux. Pourquoi vous avez rejoint cette communauté, Les Entreprises s'engagent? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors d'abord, c'est l'occasion d'échanger avec des gens de grande qualité. Alors je pense tout particulièrement à Sylvain Raymond et Joséphine Nabour, que j'ai la chance de voir régulièrement. Et pour une fois, et depuis longtemps, la capacité de mettre en relation les entreprises et les instances gouvernementales, et de faire se rencontrer à la fois des besoins qui sont ceux de la nation, mais aussi les réalités de l'entreprise qui ont parfois du mal à... Ces deux univers qui ne parlent pas toujours le même langage. C'est ça, pas toujours. Exactement. On parle souvent de la même chose, pas toujours avec le même langage. Et là, ça permet de connecter plus rapidement, notamment en matière d'éducation et d'inclusion, qui sont les sujets que, pour ma part, je porte. Oui, et dont on va parler ici. Éric Varin, sur ces thèmes-là, on peut dire qu'en quelque sorte, ils vous ont repéré, les entreprises s'engagent, c'est ça? Oui, exactement, parce que justement, je réfléchissais à votre question. Oui. Et moi, je suis engagé depuis 1994. Dès la création d'entreprise, j'ai commencé à m'engager au niveau de l'apprentissage. Et donc, toujours reprendre des apprentissages, les former, etc. Les amener dans un emploi, pas forcément celui dans lequel ils ont appris, en quelque sorte, mais au moins leur fait connaître le monde du travail. Et donc, c'est un engagement que j'ai fait depuis 1994. Et j'ai été effectivement happé à un moment donné dans Les Entreprises s'engagent. Et c'est comme ça que j'ai pu être dans ces entreprises qui s'engagent. C'est quoi votre domaine d'activité, en quelques mots? Alors nous sommes plombiers, chauffagistes. On fait de la salle de bain également et de la climatisation. Petite PME, on est 14 dans l'entreprise. Donc, petite entreprise. Donc, on ne peut pas embaucher tout le monde, bien entendu, mais on a 5 apprentis, toujours, et les compagnons. Et ces compagnons que nous avons, ce n'est pas des compagnons qui sont arrivés chez nous en étant compagnons, déjà, ils sont arrivés apprentis. Donc, on les a recrutés, il y en a certains qu'on a recrutés à 15 ans, qui sont maintenant des compagnons qui forment les apprentis. Donc, on a un cercle vertueux qui nous permet d'avoir... Et ça nous fait une équipe super jeune, de 25 ans. Si nous enlevons, on m'enlève... Ça fait une super moyenne d'âge. Ça fait une super moyenne d'âge, 25 ans, très dynamique et très volontaire. Voilà. Les seniors sont aussi dynamiques. Mais oui, ça marche même avec vous dedans. Ça, oui, ils me suivent. Alors, on va beaucoup parler d'inclusion, évidemment, dans notre échange. Publicis, je le disais en préparant l'émission, c'est donner des objectifs de juste représentation de la société française dans ses effectifs. Quel levier vous activez pour y arriver? Alors, le premier levier, il y en a deux en réalité. On est... Alors effectivement, un groupe important de communication et de marketing en France. On est le numéro 2 mondial. On a parmi les agences les plus primées en termes de belles campagnes et de belles réalisations. Chaque jour, on touche des millions de personnes. Quand on fait cela, et je le dis de manière hyper humble, on a aussi une immense responsabilité. On a une surface et un terrain de jeu qui sont objectivement très excitants pour des publicitaires. Pour autant, on a aussi une immense responsabilité. Donc le premier levier, c'est celui de l'éthique de responsabilité. Quand on est une grande entreprise qui fabrique de l'image toute la journée et qui la produit et qu'elle a pour effet de créer des imaginaires collectifs... Donc c'est ce que vous diffusez. C'est ce qu'on diffuse. C'est déjà ce levier-là. Pour être juste dans ce que nous diffusons et des justes représentations des personnes et de leur singularité, alors il convient que les équipes soient elles aussi mixtes et plurielles, parce que la réalité, c'est que les différentes populations, selon votre parcours socio-économique, votre parcours éducatif, l'endroit où vous vivez, vous n'avez pas les mêmes expériences et pas les mêmes langages de la réalité. Et donc, des équipes mixtes permettent aussi d'être plus justes dans les représentations. Et ça, c'est parce qu'on a un deuxième devoir, qui est celui de la performance. De la même manière qu'une chaîne de télévision ou qu'un média, les acteurs de la création ont tout intérêt à rester connectés avec leurs audiences. Et rester connecté avec son audience nécessite quand même de bien la comprendre. Mais alors, là, on est dans les objectifs, mais est-ce que ça suppose de sortir de ces critères de recrutement, un certain nombre de biais pour atteindre ces objectifs? Bien sûr. Alors ça s'impose. Ça ne suppose pas, ça s'impose. Tout petit exemple, quand j'ai pris mes fonctions il y a 2 ans, donc on a créé ce département diversité, équité, inclusion, et qu'on constatait qu'on était assez peu divers dans les équipes. J'étais une exception en réalité. Après, il n'y a pas que des diversités visibles, en tout cas celle-ci. Et bien, on a fait le constat que 90% de nos stagiaires et alternants venaient de grandes écoles de commerce.
Quand on regarde la sociologie des grandes écoles de commerce en France, ou des grandes écoles publiques notamment en France, alors on se rend bien compte qu'il y a très très peu de diversité. Et ce peu de diversité qu'on retrouve dans les études supérieures, seulement 12% de fils et filles d'ouvriers, alors qu'ils représentent 21% des enfants de la France. Oui, j'ai trouvé ces chiffres-là, 2022, pardon de vous interrompre, mais ça te donne un argument et un détail. Et les enfants d'ouvriers ou d'inactifs représentaient, on va regarder cette infographie, seulement 6% des élèves d'école de commerce et 10% des étudiants en université. Donc c'est contre ça qu'il faut lutter. Absolument, absolument. Et plus vous montez à l'université, c'est-à-dire qu'ils vont être un certain nombre à rentrer en première année, ils seront encore 13% en licence, et ils ne sont plus que 7% en Master 2. Est-ce que c'est un défaut d'intelligence ? Je ne crois pas. Non. Est-ce que c'est un défaut d'envie, d'ambition ? Certainement pas. En revanche, on sait qu'en France, le contexte socio-économique dans lequel vous vivez pèse encore beaucoup trop lourdement sur votre trajectoire. Et je ne parle pas non plus des origines autres que le contexte socio-économique. Je voudrais qu'on parle de l'apprentissage avec vous, Éric Varin. Ça fait, vous l'avez dit, plus de 20 ans que vous le pratiquez. Vous avez fait le bilan ? Combien d'apprentis accompagnés, embauchés ? Comment ça se passe ? Alors, effectivement, j'ai fait un petit bilan parce que tout à l'heure, on a une 50aine de personnes que j'ai pu former. Donc il y a des apprentis qui restent à la taille de votre entreprise, c'est important. Donc, ce qui veut dire que comme j'en ai 5 en permanence, donc ce qui me permet de... Alors ça tourne, je veux dire, je ne peux pas embaucher tous les 5 chaque année, ou sinon j'aurais une entreprise super importante. Mais donc ce que je fais, généralement, ces apprentis vont soit prendre un cursus complémentaire dans une autre entreprise. Et donc pour ça, j'utilise mon réseau. Donc je suis membre de la Fédération française du bâtiment. Ce que je fais, vous les placez à la fin de leur apprentissage ? Je les place dans d'autres entreprises de façon qu'ils puissent continuer leur cursus si chez moi ça ne peut pas se faire. Ou alors à des confrères qui vont les embaucher avec l'expérience qu'ils auront chez moi. Mais ça veut dire, si vous faites ça depuis 20 ans, la réforme de Muriel Pénicaud quand elle était ministre du Travail, là, qui a quand même reboosté l'apprentissage, ça n'a rien changé pour vous ? Vous le faisiez déjà ? Ça n'a rien changé. Et puis de plus, il y avait une partie qui existait. Donc on l'a simplement médiatisé. Donc là, ça existait. Donc pourquoi on l'a médiatisé. Effectivement, ça a donné un boost. Et donc à ce moment-là, on a eu une pénurie d'apprentis. Il y avait moins de personnes qui arrivaient sur le marché. Plus difficile pour C'était plus difficile d'en trouver. Mais ceci dit, c'est très bien, tant mieux. Est-ce que, il a raison, l'apprentissage, ça fait partie des habitudes des métiers de la communication et de la publicité ? Ou pas totalement ? Alors, de plus en plus, l'apprentissage, l'alternance, de plus en plus. Pendant un temps, ça a profité quasi essentiellement plutôt Bac plus 4, plus 5 de grandes écoles, parce qu'on restait enfermé un peu dans ce prisme-là. Et tout l'enjeu, c'était justement d'ouvrir et de faire que cela serve tout le monde. Donc concrètement, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a commencé à élargir le vivier dans lequel on recrutait en apprentissage et en alternance, notamment auprès des BTS et en alternance dès le Bac plus. Vous avez un programme qui s'appelle Publicis Trax, c'est ça ? Oui, absolument. Donc c'est de ça dont on parle ? Absolument. Comment ça marche ? Racontez-nous. Comment ça marche ? Donc c'est à partir du constat que j'évoquais tout à l'heure, à savoir qu'on recrutait à peu près toujours aux mêmes endroits. Et on a constaté par ailleurs, dans les chiffres de l'éducation nationale, que le BTS était la formation la plus égalitaire en France. Donc avec une juste représentation des proportions d'enfants d'ouvriers dans la société, d'enfants d'ouvriers en BTS, et jusqu'au cadre dirigeant, ou enfants de cadre dirigeant. Il existe des BTS communication. On a donc répertorié 5 lycées publics, alors, au début en Ile-de-France, et on va s'élargir, en REP et REP+, classés en zone d'éducation prioritaire, comme on aurait dit auparavant, et adressé donc des élèves de première et deuxième année de BTS communication, à qui on propose des stages dans nos très belles agences, ce qui ne se serait jamais produit avant, en les accompagnant de bout en bout aussi avec des masterclass, avec des parcours un peu sur mesure de coaching, de confiance en soi. C'est pas évident de rejoindre un groupe du CAC 40 avec des gens qui ont tous 3 langues. Voilà. C'est une question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a aussi j'arrive pas à trouver le mot, mais un blocage personnel à combattre chez certains. C'est-à-dire, non, Publicis, c'est pas pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, je vois très bien ce que vous dites. J'ose pas y aller, ça sert à rien que j'essaye, quoi. Peut-être parce que pendant longtemps, la porte était vraiment fermée, d'ailleurs. Alors voilà, parce que beaucoup nous l'ont dit, et je sais que c'est vrai, c'est-à-dire, Publicis, je n'aurais même pas osé y penser. La réalité, c'est que rares sont les gens qui s'autocensurent, que ce soit les élèves ou les femmes ou les personnes LGBTQI+, ou les personnes en situation de handicap, sans qu'à un moment, il y ait eu une forme de censure, sans qu'on ait dit son nom, qui venait aussi des codes sociaux, on va dire, et donc des espaces qui vous sont
autorisés, entre guillemets, et ceux qui vous le sont moins. Et là, effectivement, le fait qu'on crée des passerelles permet à la fois aux jeunes de se dire c'est aussi pour moi, et de se rendre compte qu'ils sont complètement capables, et pour les managers de se rendre compte que c'est aussi pour eux, et que ces étudiants, un peu plus jeunes, mais pour autant apportent beaucoup de talent, de richesse et d'ouverture à nos métiers. Donc c'est une rencontre qui finit par lever l'autocensure des deux côtés. Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups, c'est Smart Ideas, tout de suite.